Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Philippe Besson. Bonjour Philippe. Bonjour. Qui va nous parler de son ouvrage « Vous parlez de mon fils, vous parlez ER ». Oui. C'est très important. Oui, absolument. Parce que c'est un père qui s'exprime. C'est un père qui prend la parole pour raconter qui était son fils. Voilà, et on ne parle pas de son fils, c'est lui qui en parle. Oui. Donc ça m'a plu, l'infinitif. Donc dès le début, on est au milieu d'une famille. Donc le père, la mère et le fils cadet. Oui. Et donc, c'est une journée d'hommage. On comprend que le fils aîné est parti. On ne sait pas comment au début. Et au fil du roman, on va se rendre compte que donc le narrateur, le père d'Hugo, va nous raconter comment son fils est parti. Est arrivé. Oui, je voulais raconter ça. C'est un roman à la fois de deuil et d'amour. C'est-à-dire que c'est évidemment les monologues intérieurs d'un père qui est confronté à la pire épreuve qui soit, c'est-à-dire la disparition de son fils, qui est une disparition qu'il n'a pas vu venir véritablement, qui l'a sidéré, qui l'a plongé dans un chagrin terrible, dans une colère terrible, dans une culpabilité terrible aussi. Et il essaie de trouver le vocabulaire, il essaie de trouver le langage, il essaie de trouver les mots pour raconter cela, ce qui est arrivé à son fils, comment on en arrive à l'inéluctable, l'inexorable. Et en même temps, se souvenant, il essaie aussi de se remémorer les jours heureux, les heures légères avec Hugo. Et c'est dans une journée particulière, c'est effectivement la journée de la marche blanche qu'elle est organisée en hommage à ce fils disparu. C'est ça. Donc la culpabilité est très présente parce que c'est vrai que donc on parle de harcèlement scolaire, donc il y en a malheureusement, ça fait partie de notre quotidien. Oui. Et heureusement, il y a des ouvrages comme ça qui lèvent le voile et qui vont faire avancer les choses, j'en suis certaine. Il faudrait qu'il soit étudié justement en cours de français, cet ouvrage. Ça serait pas mal, je serais content. Parce que c'est vraiment, il faut expliquer qu'une simple moquerie, parce que ça part au début d'une simple moquerie, il a un t-shirt rose et on lui dit, on le charrie, on l'insulte quand même. Et donc, à partir de là, hop, c'est en escalade, ça va très vite. Vous mettez très bien ce destin de l'enfant et ce sentiment qui veut protéger ses parents, mais qui au bout d'un moment n'en peut plus et qui dit j'aimerais changer d'établissement. Oui, je voulais raconter l'engrenage en fait. C'est l'idée que le harcèlement, ça commence souvent sur un détail, sur rien du tout. Là, effectivement, c'est un t-shirt rose parce qu'il porte un t-shirt qui a délavé en passant à la machine. Et puis, il y a deux types de son collège qui se moquent de lui en disant que c'est pour les filles ou pour les fiottes. Et lui, il est désarçonné, il ne sait pas répondre, il n'a pas la répartie, il n'a pas l'irrévérence, il n'a pas l'ironie pour répondre. Et ça lui fait mal. Parce qu'il est pur. Parce qu'il est pur. Et du coup, les autres se rendant compte qu'il a mal, se rendent compte qu'ils peuvent lui faire mal. Et qu'ils ont réussi à lui faire mal. Alors, ils vont continuer parce que l'autre n'a pas répondu. Et l'engrenage se met en place comme ça. Et puis, on va passer aux insultes, aux injures, au bannissement, à la mise à l'écart. On va passer à la violence, on va passer aux raquettes, etc. Et petit à petit, les choses vont prendre une tournure absolument épouvantable. Et Hugo, il est pris dans ça et il ne sait pas comment s'en sortir. Et surtout, il n'a pour réponse que le silence, d'une certaine manière. C'est qu'au fond, il s'enferme dans une forme de mutisme parce qu'il ne sait pas dire les mots, parce qu'il a honte, parce qu'il a peur. Et donc, il ne parle pas, par exemple, à ses parents. C'est une chose maintenant qu'on connaît bien, qui est très documentée, qui est effectivement le silence des enfants harcelés. Et du coup, les parents ne savent pas exactement comment se comporter, puisque les indices sont extrêmement ténus, les signaux sont extrêmement faibles. Et quand ils vont finir par comprendre, quand ils vont finir par repérer, c'est déjà presque trop tard. Il y a l'idée qu'à ce moment-là, la mécanique est allée si loin qu'ils sont dans une forme d'impuissance. Voilà. Oui, c'est ça. Et puis les enfants ne veulent pas blesser les parents, ils veulent les protéger aussi. Oui. Donc il y a finalement, par amour, on arrive à gommer, c'est très, et le livre en ça est très très bien fait, c'est-à-dire qu'il montre que par amour, cet enfant, il accepte cette destruction finalement. Oui, c'est ça, parce qu'il veut pas mettre ses parents dans une forme d'inconfort ou de difficulté. Il sait pas comment leur dire les choses. Il sait bien qu'il va leur faire du mal. Il sait bien qu'en même temps, il va les obliger à réagir. Et il a peur que leur réaction ne soit contre-productive et n'aggrave encore les choses. Alors, il préfère effectivement s'inscrire dans cette forme de silence et de déni, et même de mensonge, de dissimulation, jusqu'au jour où, effectivement, n'en pouvant plus, il va finir par demander effectivement à changer de collège. Et là, c'est un signal fort. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui, parce que ça aussi c'est documenté, que
Lorsqu'un enfant qui a de bons résultats scolaires se met à en avoir de moins bons, ça peut être effectivement une indication. Lorsqu'un enfant qui est d'une humeur égale ou joyeuse se met tout d'un coup à être agressif ou renfermé ou taciturne, ça peut être un signe. Et effectivement, quand il trouve tous les moyens, tous les subterfuges pour pas se rendre à l'école, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, comme ça, là aussi, mais quand il demande effectivement à changer d'établissement ou qu'il revient avec une blessure très nette, là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose à faire. Et c'est à ce moment-là que les parents vont prendre conscience de la situation. Mais encore une fois, il est déjà un peu trop tard, puisque les choses sont déjà allées trop loin. Et alors, les parents, on voit justement, vous avez très très bien montré, la différence de comportement entre la maman et le papa. C'est vrai que les mères, nous avons cet instinct, on va dire, pas de loup, mais on sait quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et le papa, lui, va prendre au contraire il lui faut plus de temps. Oui, absolument. Voilà, et c'est d'où, je pense que c'est de là où vient cette culpabilité, parce qu'il se dit, si j'en avais pris conscience, et alors évidemment, vous lirez l'ouvrage, parce qu'il faut le lire, on ne le lâche pas de toute façon, parce qu'on a le ventre qui se serre dès la première page. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que vous avez très très bien montré la différence au niveau des parents et la culpabilité du père. Donc je vais lire un extrait. Et aujourd'hui, je dois admettre que je n'ai pas été attentif ou consciencieux, ni comme mari, ni comme père. La preuve, quand Juliette a appris qu'un môme avait malmené notre fils dans la cour de récréation et qu'inquiète, elle m'en a parlé, je lui ai d'abord opposé une sorte de moue. Oui, ça m'importait parce que je suis allé beaucoup à la rencontre de parents qui avaient à vivre cette épreuve-là par le biais d'associations. Je les ai rencontrés et j'étais assez surpris de constater qu'effectivement les mères, en tout cas celles que j'ai rencontrées, elles étaient parties au combat tout de suite parce qu'elles avaient senti, elles avaient perçu, elles avaient une forme d'intuition, elles étaient peut-être beaucoup plus dans la vigilance, beaucoup plus dans l'attention portée à leurs enfants et elles ont une inquiétude comme ça qui a surgi très vite. Et les pères d'abord disaient rien souvent quand je les voyais. Et quand j'essayais de tirer un fil pour essayer de comprendre, oui, ils disaient que d'abord ils avaient minimisé. Enfin, ils disaient oui, bon, c'est pas très grave, c'est aussi vieux que des chamailleries dans les cours de récréation, donc on va pas non plus s'affoler. Et puis c'était même la remise en cause presque de la parole de l'enfant, en disant mais est-ce qu'il est pas en train d'affabuler, est-ce qu'il donne pas un genre, est-ce que c'est pas parce qu'il a fait une connerie et que bon. Et puis il y avait même un truc sous-jacent qui est, au fond, ça va l'endurcir le petit, ce que je fais dire au père dans le livre. C'est une sorte d'injonction à la virilité parce qu'on est le produit de sa propre éducation. Bon. Et en tout cas, c'est le cas de Vincent dans le livre. Et donc, du coup, il se dit, voilà, mon fils est un peu insensible, un garçon sensible, donc ça va l'endurcir, ça va. Et évidemment, tout ce temps perdu est un temps terrible, parce qu'après, il ne se rattrape pas. Et du coup, évidemment, les remords et la culpabilité vont venir le grignoter, le dévorer, parce qu'il se dit, si j'avais réussi à réagir à temps, sans doute les choses se seraient peut-être passées différemment. Et donc, il faut vivre avec ça, avec cette espèce de remords, de ne pas avoir vu, de ne pas avoir été vigilant, de ne pas avoir compris, d'avoir minimisé, d'avoir été dans une forme de déni ou d'aveuglement, et ensuite de partir au combat, oui, bien sûr, par amour, parce qu'il n'y a pas de doute sur le fait que ce père aime follement son fils, mais à contre-temps. Et le combat est compliqué, parce qu'il y a un passage où ils vont voir les parents donc, du harceleur. Les parents disent, nous, on lui a demandé, il a dit non, donc on le croit, ça s'arrête là. Oui, mais ce qui est à la fois odieux et compréhensible. C'est-à-dire qu'aucun parent n'a envie d'imaginer son fils en harceleur ou sa fille en caïd. Parce que ça remet en cause leur éducation. Oui, c'est très difficile. Donc du coup, on n'a pas envie de voir ça. Les parents n'ont pas envie de voir ça. L'éducation nationale non plus, parce que ça remet en cause leur fonctionnement. Oui, alors ça, on a beaucoup fonctionné là-dessus pendant très très longtemps. C'est-à-dire que c'était le fameux pas de vague. C'était l'idée de dire, surtout on regarde ailleurs. Il y a un film merveilleux qui s'appelle Pas de vague. Absolument, c'est sur ce sujet. Et c'est l'idée de dire... voilà, c'est pas véritablement un problème. Bon, encore une fois, les chamailleries dans la cour de récréation, bon, et donc ça n'est rien d'autre que ça. Puis ça finira par passer. Donc attendons que ça passe. C'est un peu ça l'idée. Après, il y a une théorisation de l'impuissance. C'est-à-dire, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse et ce qui n'est pas faux d'ailleurs, c'est odieux, mais pas faux. C'est-à-dire que grosso modo, vous interrogez l'enfant harcelé qui peine à dire les choses, à qui il faut arracher des aveux, donc c'est compliqué, et à qui vous demandez des preuves. C'est quand même compliqué de dire, bah oui, j'ai gardé évidemment les 500 SMS d'insultes qu'on m'a fait, non. Et de la même manière, vous interrogez les présumés harceleurs qui vont dire, bah, moi, j'avais pas fait ça du tout, qui nient, ou s'ils ne nient pas et finissent par admettre éventuellement qu'ils se sont mal comportés, diront cette phrase que disent tous les harceleurs, mais c'était pour rigoler. Voilà, pour rigoler. Donc du coup, c'est compliqué. Et puis qu'est-ce que vous faites? Vous donnez 2 heures de colle, et ça donnera quoi? Ça changera rien. Et puis après, il y a cette idée de se dégager de sa responsabilité pour l'institution scolaire d'une manière assez simple. C'est que si aujourd'hui, on le sait, grosso modo, 100% du harcèlement commence à l'école, c'est-à-dire dans les cours de récréation, dans les couloirs, etc.,
100% du harcèlement se poursuit sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'après, ça se déplace. Et ça devient sur TikTok, sur Snapchat, ça devient les vidéos qu'on balance, les rumeurs qu'on propage, etc. Et donc, du coup, l'établissement scolaire dit, ok, c'est plus chez moi, c'est pas mon problème, maintenant ça se passe ailleurs. Bon. Et du coup, il y a une espèce à la fois d'impuissance théorisée et puis de déresponsabilisation qui favorise évidemment l'impunité des harceleurs. Bien sûr, j'ai fait quelques années de pionica pendant mes études et en fait on nous disait, il y avait une bagarre et on nous disait mais c'était où? Devant le portail ou un peu plus loin? Et si on disait un peu plus loin, on disait ah c'est pas nous, on laisse tomber, ça nous regarde pas. Et les élèves avaient fini par le comprendre, bien sûr. Donc finalement ils attendaient pour tabasser, enfin, c'était affreux. Donc ce récit de l'histoire d'Hugo, donc il est mêlé quand même au présent avec cette préparation pour la marche blanche. On a la sensation que cette famille, donc c'est toute une famille, c'est pas que les parents et le petit frère, c'est vraiment les grands-parents, c'est tout le monde qui est mobilisé. Et ça aussi, le père, il a du mal à laisser aussi les grands-parents rentrer dans sa douleur mais je pense que c'est très compliqué. Voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, il le voudrait parce que il sait qu'il a besoin de soutien et qu'effectivement, il aime ses parents. Mais c'est des taiseux, ces gens-là. C'est des mutiques. C'est pas des gens qui expriment leurs sentiments. Et puis, la culpabilité fait que ça remettra en cause leur système éducatif aussi. Et donc, du coup, ils préfèrent ne rien dire et les laisser un peu à l'écart où ils sont là. Mais c'est comme s'ils n'arrivaient pas là non plus à communiquer, à partager quelque chose. Il y a aussi, je pense, que cette idée de ce deuil terrible et impossible à accomplir, il s'accomplit il se joue dans une forme de solitude, d'isolement et de telle singularité. C'est-à-dire, je pense qu'il se dit que personne ne peut le rejoindre là où il est. Il y a ça aussi. Je pense que ce qu'il vit, lui, n'est comparable à rien. Et donc personne... Mais évidemment que les autres partagent sa douleur, et notamment ses parents ou ses beaux-parents. Mais qu'en même temps, comment on la comprendrait? Et donc, même avec sa femme, c'est compliqué. Pourtant, ils partagent la même douleur, mais c'est pas la même chose, exactement. Et donc, ce dialogue est très difficile à nouer. Et puis, la marche blanche, c'est un moment à la fois sublime et affreux. Parce que sublime, parce que les gens sont là, il y a le nombre, il y a la foule, il y a la masse, il y a l'idée que ces gens sont venus pour témoigner leur sympathie, leur compassion, leur connivence, leur soutien, etc., leur aide, leur secours, c'est formidable. Et en même temps, c'est quelque chose qui vous laisse absolument désemparé. D'abord parce que c'est quand même c'est un deuil en blanc, et qu'à la fin, vous êtes encore plus seul. C'est-à-dire que quand tout d'un coup la marche blanche se disperse et que vous rentrez chez vous, il faut affronter quelque chose qui est terrible, c'est-à-dire le nid vide puissance au cube. Et donc là, comment vous faites? Et donc c'est ça aussi que je voulais raconter, c'est ce désarroi du père. C'est un homme absolument désemparé et démuni. Ah oui, il est détruit. Oui, absolument. Mais bon, vous lirez le roman, mais voilà, je dis pas la fin, évidemment, mais voilà, il y a toujours... on a quand même une certaine résilience, même face à l'inacceptable et à l'intolérable, malheureusement, d'abord parce que le pardon est compliqué. Alors lui, il pardonne pas, le père. Il n'est pas dans une forme de magnanimité comme parfois le sont les mères. Lui, non. Mais le fait de ne pas pardonner est aussi un moteur pour lui. C'est ce qui le fait tenir. Ça permet aussi de désigner d'autres coupables. C'est ce qui peut aussi le guérir, cette colère. Moi, je crois que la colère, ça peut aussi être bonne conseillère, bizarrement. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais pas forcément dans ce cas précis. On a une première phase de colère où là, elle n'est pas très bonne conseillère, mais la seconde. Puis après, phase, ça vous tient, ça vous porte. Et puis, il y a le fils cadet, il y a Enzo, qui est le rayon de lumière, qui est pour moi la source de lumière et qui est la raison pour laquelle on continue. J'avais interrogé comme ça une femme, une mère qui a perdu sa fille dans les conditions analogues, c'est-à-dire que sa fille s'est tuée après avoir été harcelée pendant des mois. Et au fil de la conversation, je lui avais dit, un peu mieux que je ne vous le dis là, mais comment vous avez réussi à continuer, quoi. Elle m'a dit parce que j'avais deux autres enfants, et donc j'étais encore une mère, et donc j'avais un devoir de mère, donc j'ai continué. J'ai continué parce qu'il y avait des enfants à élever, et donc on continue. On tient parce qu'il faut continuer pour les enfants. Et ça m'avait bouleversé, et j'aime cette idée. Il y avait déjà ça dans un livre précédent qui s'appelait « Ceci n'est pas un fait divers », où il y avait le grand-père qui venait aider ses petits-enfants qui étaient dans la difficulté, évidemment, parce qu'ils avaient perdu leur mère et leur père. Donc bon. Et il disait, il faut continuer, il faut tenir, il y a la vie encore, quoi. Et j'aime cette idée qu'à un moment, dans la pire des épreuves, il y a la vie encore. Et la vie, c'est Enzo. Oui. Et d'ailleurs, donc on le sent dans le roman, les parents ont perdu un enfant, mais lui a perdu un frère. Oui. Et ça, c'est très très bien parce que lui se doit de consoler ses parents et ça, on le sent très très bien. Et je trouve que c'est
Merci beaucoup. Donc lisez, vous parlez de mon fils, faites-le lire à vos enfants. Même si c'est dur, il faut délier les langues et Philippe Besson lève le voile, il faut continuer à le lever. Vous parlez de mon fils aux éditions Julliard. Merci infiniment Philippe. Merci à vous. Le prochain en janvier prochain, mais toujours secret. Jamais un mot sur le sujet, vous savez bien. Ben oui, je tente. Mais oui, c'était bien essayé. Merci beaucoup, Merci, à bientôt.